Bienvenue dans la grande interview. Nous sommes avec Pascal Afine-Guessant, l'ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, candidat pour la présidentielle du FPI, le Front populaire ivoirien, l'ancien parti, le parti de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État ivoirien. Pascal Afine-Guessant, merci, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation d'RT France. Je vous remercie de l'occasion que vous m'offrez de m'exprimer sur votre chaîne. Alors, que pensez-vous du troisième mandat d'Alassane Ouattara, l'actuel président de la Côte d'Ivoire? Nous la condamnons et nous lui demandons de revenir sur cette décision parce que d'abord, elle est anticonstitutionnelle. La constitution ivoirienne prévoit 2 mandats. M. Ouattara vient de terminer ses 2 mandats. Il n'a pas droit à un 3e mandat. Ensuite, lui-même a affirmé à la face du monde qu'il se retirait de la course, qu'il n'était pas candidat à une élection présidentielle en 2020. Et nous ne comprenons pas et nous n'acceptons pas qu'il puisse commettre ce parjure-là en réuniant sa parole. Donc, pour des raisons éthiques, pour des raisons juridiques, nous demandons à M. Ouattara de se retirer de la course. Et je dirais aussi pour des raisons même de sécurité nationale, parce que sa candidature pose manifestement un problème grave de cohésion sociale, de stabilité politique. Et pour cette raison, M. Ouattara devrait se retirer pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise. Il y a déjà des manifestations de la contestation. Est-ce que le Front populaire ivoirien, votre parti, va se joindre justement à cette contestation ou vous allez justement appeler à la retenue? Les manifestations sont un mode démocratique d'expression lorsqu'elles sont pacifiques. C'est un droit constitutionnel et ces manifestations révèlent la colère populaire. Je la comprends, je la partage et c'est pour ces raisons-là et pour éviter le désordre et l'instabilité que nous invitons instamment M. Ouattara à renoncer à ce 3e mandat. Ceci dit, c'est dans les urnes que la décision doit être faite et je souhaite que ce soit donc dans les urnes que nous mettions fin à cette crise que vit notre pays depuis 30 ans. Vous êtes en lice pour la prochaine présidentielle. Alassane Ouattara, l'actuel président également. Un cacique du champ politique ivoirien, Henri Konan Bédié, pour le PDCI. En lice, il en manque un. Je pense que vous voyez de qui je veux parler. Il a demandé son passeport pour revenir en Côte d'Ivoire. S'il revient et s'il décide d'être candidat, Laurent Gbagbo, que ferez-vous? Mais je l'ai déjà affirmé à plusieurs reprises. Nous appartenons à la même famille politique. Le président Gbagbo est le fondateur du parti. Il a exercé le pouvoir d'État pendant 10 ans. Il dispose d'une réputation, d'une notoriété incontestable en Côte d'Ivoire comme en Afrique. Et donc, s'il est candidat, évidemment, ça veut dire que je ne suis pas candidat. Qu'il serait dommageable pour notre famille politique qu'il y ait 2 candidats en liste pour la même élection présidentielle. Donc, si le président Laurent Gbagbo est candidat, je ne suis pas candidat. Au contraire, je suis dans l'équipe de campagne pour le conduire à la victoire. Donc, vous renoncerez à votre candidature. Vous parlez de la réunification du FPI. Vous dites que cette réunification est en cours. Il y a un FPI ou 2 FPI, vous et vos militants, et puis les autres, les pro-Gbagbo? Non, il y a un seul FPI, même si à l'intérieur, il y a des débats, il y a des polémiques, ce que j'appelle même une dissidence. Mais n'empêche qu'il y a un seul FPI, puisque tout cela se réclame du FPI. Personne ne se réclame d'un autre parti politique, personne n'a quitté le parti, et le FPI est représenté au niveau national comme international par une seule entité, par une seule direction. Donc il n'y a pas de FPI. Et nous travaillons à faire en sorte que tous ces militants-là, disons, se rassemblent autour des intérêts du Front populaire ivoirien et des intérêts de la Côte d'Ivoire. Vous avez été candidat en 2015, vous êtes arrivé 2e, largement battu par Alassane Ouattara. Cette fois, il vous faudra, si Laurent Gbagbo ne revient pas, s'il n'est pas candidat, il vous faudra une large base pour pouvoir vous imposer. Est-ce que vous pourrez compter réellement sur les pro-Gbagbo, les Gors, ceux qui disent Gbagbo ou rien? Logiquement, on devrait pouvoir compter sur eux. Parce que, comme je l'ai déjà indiqué, ce qui nous unit
est largement plus important que ce qui peut nous diviser. Ce qui nous unit, c'est d'abord l'intérêt de notre pays. Et notre pays aujourd'hui a intérêt à opérer le changement pour la renaissance, a intérêt à porter à la tête de l'État le Front populaire ivoirien et les valeurs qui l'animent, les valeurs de solidarité, de justice, de progrès social. Ces valeurs-là sont fondamentales, les valeurs d'unité nationale. Ces valeurs sont fondamentales aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Et donc, étant donné que nous sommes dans l'action politique, justement, au service de notre pays, parce que nous souffrons de la division, de la pauvreté qui sévissent dans notre pays, je suis sûr que nous saurons nous élever au-dessus de nos frustrations, au-dessus de nos divisions qui ne sont que secondaires, de nos contradictions qui ne sont que secondaires, pour d'abord nous attaquer à la contradiction principale qui est l'alternance politique, qui est de porter au pouvoir une famille politique socialiste qui est animée de valeurs humaines fondamentales. Et c'est, je crois que cela qui devrait logiquement amener nos camarades à privilégier le rassemblement autour du candidat du Front populaire ivoirien, quitte à ce que par la suite nous puissions trouver des solutions à ce qui nous divise, à ce qui aujourd'hui constitue des débats secondaires à l'intérieur du parti. Donc je compte sur ce sens de la responsabilité et je suis persuadé que nos camarades seront à la hauteur de l'attente des populations ivoiriennes. Mais vous savez aussi que pour de nombreux militants du FPI, fidèles à Laurent Gbagbo, vous êtes celui, Pascal Afin Guessan, qui a trahi Laurent Gbagbo. On parlait de la présidentielle de 2015. Comment vous gérez cette étiquette qui vous colle à la peau? Non, mais je crois qu'ils ont bien compris. À partir du moment où eux-mêmes aujourd'hui comprennent qu'il faut rester dans le jeu politique, ce qu'il me reprochait hier, qu'il faut participer aux élections, ce qu'il me reprochait hier, qu'il faut privilégier le dialogue politique, ce qu'il me reprochait hier, et qu'il intégrait tout dans cette forme de trahison. À partir du moment qu'ils ont compris qu'il faut sortir de la logique de la belligérance pour trouver des solutions apaisées aux problèmes de la Côte d'Ivoire, je crois qu'eux-mêmes ont compris qu'ils se sont prononcés trop tôt, que c'est des positions stratégiques et tactiques que j'ai adoptées n'étaient nullement un acte de trahison, mais une posture pour transformer, comme je l'ai indiqué, ce sentiment de frustration et d'injustice que nous avons vécu en 2011 en énergie, en stratégie pour la reconquête du pouvoir. Donc, abandonner une posture de repli, une posture de ressentiment, de rancœur pour être proactif, pour s'engager en faveur de la reconquête du pouvoir n'est pas nullement un acte de trahison. Vous l'avez rencontré, Laurent Gbagbo, c'était en début d'année. Vous lui avez certainement parlé de votre candidature. Comment est-ce qu'il a accueilli cette candidature? Mais le président Gbagbo inscrit tout ce que nous devons faire d'abord dans la dynamique de l'unité du parti. Et c'est donc autour de cette unité que nous travaillons à l'heure actuelle. Et il sait aussi que le Front populaire ivoirien doit revenir au pouvoir, qu'il a l'obligation de participer aux jeux politiques, aux élections, pour retrouver le pouvoir d'État. Soit avec lui, s'il est présent et candidat, soit avec un autre candidat du parti. Et donc, je suis persuadé que, étant donné qu'il est favorable à l'unité, il ne peut qu'être favorable à ma candidature. Dans tous les cas, je l'ai informé de la tenue du congrès qui m'a porté à la tête, disons, qui m'a porté comme candidat du parti. Et je vais rester en contact avec lui pour que ce soit ensemble que nous allions à la reconquête du pouvoir, s'il d'aventure il n'est pas là, parce que c'est avec un FPI au pouvoir que le président Gbagbo pourra revenir triomphalement en Côte d'Ivoire et recevoir les à son rang. Alors, puisque vous êtes en contact avec Laurent Gbagbo, il vous a peut-être mis dans la confidence. Quelles sont ses intentions? Est-ce que lui, il a réellement envie de revenir en Côte d'Ivoire pour se présenter, être candidat à cette présidentielle? Oh, je peux me référer à ce que son avocate, Mme Habiba Touré, a déclaré dernièrement lorsque la question lui a été posée sur une chaîne de télé française, que ce qui préoccupe actuellement le président Gbagbo, c'est d'abord retrouver l'entièreté de ses mouvements, de ses droits d'aller et de venir et rentrer en Côte d'Ivoire. Et une fois qu'il est en Côte d'Ivoire, tout le reste est possible et envisageable. Mais il faut d'abord que nous réglions la question de la libération totale, de l'appurement du dossier de la Cour pénale internationale. Je crois que c'est ce qui est d'abord fondamental. À partir de là,
tout est ouvert. Mais tant que ce problème n'est pas réglé, il est illusoire d'envisager d'échafauder des plans de carrière pour le président Gbagbo. Les délais, de toute façon, sont courts d'ici cette présidentielle en Côte d'Ivoire qui doit se dérouler le 31 octobre. Vos relations avec Charles Blé Goudé, quel rôle vous lui prêtez depuis La Haye où il réside en vue justement de cette élection? Mais je pense qu'il a un rôle important à jouer, étant donné qu'il incarne aujourd'hui en Côte d'Ivoire la jeunesse africaine, la jeunesse qui se bat pour la dignité africaine, pour la souveraineté africaine, pour le progrès de l'Afrique. À partir du moment où il a payé un lourd tribut pour cet engagement, il est un symbole, il est une référence, et je suis persuadé que les positions qu'il prendra à l'occasion de cette élection auront un impact indéniable sur l'issue du scrutin. Pascal Afine-Guessant, on va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant. Restez avec nous sur RT France. Retour dans la grande interview, nous sommes avec Pascal Afine-Guessant, candidat du Front populaire ivoirien pour la présidentielle, le FPI. Pascal Afine-Guessant, plus de 7 millions d'électeurs inscrits, 900 000 électeurs supplémentaires sur une population à peu près de 25 millions d'habitants. Est-ce que ça signifie que la révision des listes électorales a porté ses fruits dans votre pays? Pas totalement. Parce que si cette révision avait été inclusive et transparente, nous aurions pu facilement passer à au moins 9 millions, voire 10 millions d'électeurs. C'est ce qui est conforme à la démographie ivoirienne. Malheureusement, le processus n'a pas été conduit dans la transparence. Il a été précipité, à telle enseigne qu'à l'heure actuelle, beaucoup de demandeurs de jeunes majeurs n'ont pas pu se faire enregistrer alors qu'ils ont à leur possession les documents nécessaires. Et donc, c'est une opération qui a connu un meilleur sort que celle de 2016-2018, mais qui n'a pas été à la hauteur de ce que nous prévoyons. Dans le contexte de la pandémie, le débat constitutionnel qui s'annonce ardu autour du 3e mandat d'Alassane Ouattara, il faut maintenir le scrutin au 31 octobre? Oui, moi je pense que le plus tôt serait le mieux. Lorsqu'on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays, il faut aller rapidement à une élection pour doter le pays d'une nouvelle légitimité. Vous savez bien qu'il n'y a pas longtemps, le pays a malheureusement perdu son Premier ministre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Le vice-président a démissionné. Des ministres importants ont quitté le RHDP à telle enseigne que à un moment donné, le chef de l'État était la seule autorité et que le pays était dans une véritable crise institutionnelle. La défiance à l'égard du pouvoir est devenue massive. Pratiquement, on peut dire qu'aujourd'hui, le pays est dans l'insécurité institutionnelle et juridique. Il faut donc une nouvelle légitimité. Et comme je l'ai indiqué, le plus tôt serait le mieux. Vous souhaitez que la communauté internationale s'implique pour garantir des élections transparentes? Elle est déjà impliquée à travers le PNUD et d'autres organisations internationales, à travers certains pays amis. Nous souhaitons que cette implication soit permanente parce que la question de la démocratie est une question universelle. Elle n'est pas seulement l'apanage de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est impliquée dans un certain nombre d'accords internationaux sur la transparence électorale, sur les droits de l'homme, sur la bonne gouvernance. Sur toutes ces questions, la communauté internationale a le droit de regard sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire intéresse l'ensemble de la planète, l'ensemble des États membres de l'Organisation des Nations Unies. On va peut-être évoquer les alliances possibles pour le FPI, le PDCI, le parti d'Henri Konan Bédié, un ancien chef de l'État en Côte d'Ivoire, tend la main au pro-Gbagbo, mais vous semblez réfractaire à cette main tendue. Pour quelle raison? Oh, ce n'est pas sur le principe, c'est sur la forme. Les pro-Gbagbo, comme vous le dites, sont une dissidence du Front populaire ivoirien. Ils sont dans l'illégalité, même si nous tolérons qu'ils usent des attributs du Front populaire ivoirien et de certains emblèmes du parti, parce que nous ne souhaitons pas que cette querelle interne dégénère en affrontement,
en crise profonde, mais n'empêche qu'ils sont l'illégalité, ils sont hors la loi, et nous ne pouvons pas comprendre qu'un parti qui ambitionne de gouverner un pays s'appuie sur l'illégalité parce que tout simplement cela va lui permettre d'atteindre son objectif politique. Donc ce que nous contestons, c'est que nos camarades choisissent l'alliance au détriment de l'unité. Et donc, voilà ce que nous contestons. Dans tous les cas de figure, tous les partis politiques sont incontournables. Au deuxième tour, n'importe lequel des partis arrivé au deuxième tour aura besoin de celui qui aura été éliminé. Donc nous sommes incontournables, le PDCI est incontournable, le RHDP est incontournable, donc nous restons ouverts pour conclure une alliance électorale au deuxième tour avec le PDCI si nous sommes face au RHDP, et je suis persuadé que si le PDCI est éliminé de la course, il n'aura pas d'autre choix que d'accepter cette alliance, ne serait-ce que pour préserver le minimum. Il en est de même en ce qui nous concerne. C'est vrai que le PDCI a soutenu au sein du RHDP cette alliance oufouettiste-Alassane Ouattara. C'était en 2010 déjà. Il y a eu beaucoup de divisions au sein du RHDP. Vous craignez, vous, justement, quand vous vous alliant avec le PDCI, eh bien, il y a encore le PDCI se retourne contre vous au final? Ben, vous savez, une alliance, c'est une alliance. C'est-à-dire qu'elle a toujours une durée de vie. Elle correspond à la réalité géopolitique du moment. Et donc, aujourd'hui, la configuration du paysage politique est telle que nous sommes tous condamnés, ne serait-ce que pour construire une majorité, de tendre la main aux autres partis, de trouver un compromis programmatique sur ce que nous devons proposer à nos compatriotes. Mais ceci dit, nous ne sommes pas dans cette alliance de façon éternelle. Nous devons nous appuyer sur cette alliance, construire une majorité totale, une majorité durable qui soit portée par leurs valeurs de gauche, qui soit portée par des valeurs socialistes. Donc, étant donné le contexte, nous pouvons trouver un compromis, un programme minimum de gouvernement avec un parti politique qui partage avec nous un minimum de valeurs sur la démocratie, sur l'unité nationale, sur le progrès économique et social de notre pays. Mais notre objectif stratégique, c'est comment faire pour que la gauche soit pleinement au pouvoir, pour appliquer totalement et pleinement un programme de gauche. Vous reprochez finalement à Alassane Ouattara, au RHDP, de ne pas renouveler la classe politique. C'est aussi le cas dans votre parti. Vous étiez présent au plus fort, au tout début de cette crise ivoirienne qui remonte au début des années 2000. Henri Konan Bédié, c'est aussi un classique, je l'ai dit, du champ politique ivoirien. Finalement, il y a cette problématique du renouvellement de la classe politique ivoirienne, elle vous concerne aussi? Oui, mais à un degré moindre. À un degré moindre, parce que M. Henri Konan Bédié a 86 ans, donc pratiquement près de 20 ans de différence entre nous. Donc on ne peut pas nous mettre sur le même pied d'égalité. Il en est de même des autres leaders politiques majeurs. Je peux dire qu'effectivement, je ne suis pas aussi jeune que ça, mais par rapport à ceux qui ont exercé et qui sont actuellement dans la course, j'apparais comme un cadet. Et évidemment, personnellement, je n'ai pas envie de m'éterniser à la tête du Front populaire ivoirien ou même comme candidat du Front populaire ivoirien, mais nous considérons une génération de transition entre la génération Henri Konan Bédié et la génération Blé Goudé Charles et autres. Et donc, nous devons créer les conditions pour que cette nouvelle génération qui frappe à la porte trouve un pays stabilisé, trouve une démocratie solide, de manière à ce qu'avec cette génération qui est à venir, le pays véritablement rejoigne le camp des pays démocratiques où les élections ne sont pas sanctionnées par des crises post-électorales, mais par une transition pacifique de témoins d'une génération à une autre. La nomination du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à la primature, vous pensez que c'est un gage de sécurité pour le pays? On sait qu'il a joué un rôle durant la crise post-électorale et c'est vrai que la fièvre monte dans votre pays. On craint effectivement, il y a toujours ce spectre d'une crise post-électorale, on s'en souvient en 2010, qui a fait, on le rappelle, 3000 morts.
Oui, mais la question de la sécurité n'est pas la question d'un individu ou d'une personnalité. C'est une question une question politique, de stratégie politique, de programme politique. Et si nous ne faisons pas en sorte que la démocratie s'installe durablement en Côte d'Ivoire, si nous ne luttons pas contre les discriminations, contre les exclusions, contre les frustrations, si nous ne nous battons pas pour une justice indépendante, transparente, nous ne créerons pas les conditions de la sécurité, quelle que soit la personne qui sera à la tête des forces armées ou à la tête de l'État. Donc la question de la sécurité est une question globale, une question multidimensionnelle, et le programme que nous proposons justement à nos compatriotes, c'est de faire en sorte que, à travers la réforme de l'État, à travers la réforme de l'économie, la création d'emplois pour les jeunes, la lutte contre les discriminations à l'endroit des femmes, des personnes handicapées, et à travers le repositionnement international de la Côte d'Ivoire pour améliorer ses relations avec les pays voisins et avec l'ensemble des pays de la planète, nous créerons les conditions d'une paix durable, de la stabilité dans notre pays. Merci beaucoup Pascal Afine-Guessant pour cette grande interview accordée à RT France. C'est moi qui vous remercie. Une grande interview que vous pouvez retrouver en podcast sur notre site et nos réseaux sociaux, notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt.